Aujourd'hui, on a déjà conduit plusieurs réunions du groupe de travail d'Outank, qui est un groupe de travail ouvert aux différents acteurs de la société, qui nous permet déjà, dans une première partie, de rencontrer des gens qui ne sont pas de notre écosystème direct. Donc, on peut avoir du chef étoilé, des acteurs de la vie de tous les jours, du numérique, de la culture, etc., etc. Et opérationnellement, après plusieurs séances, on a construit une présentation avec Michel, notamment, qui est une présentation qui inventorie un maximum de projets du territoire. Pourquoi? Pour être capable de partager à la fois les acteurs qui sont sur ces projets, leur gouvernance, leur intérêt. Et puis, on a la chance d'accueillir dans le Doutank l'Université d'Aix-Marseille et d'être capable d'être proactif par rapport aux métiers de demain. On dit toujours que 50% des métiers dans quelques années n'existent pas encore. Ben moi, j'y crois vraiment pour en voir naître régulièrement plusieurs. Et on a besoin d'accompagner cette mutation pour que la métropole et que notre territoire restent très forts. Alors, Michel, est-ce qu'on peut prendre peut-être, effectivement, on voit d'ailleurs derrière nous cette carte avec beaucoup de projets qui apparaissent. Alors, il n'y a pas de volonté d'exhaustivité, c'est work in progress, là, c'est un travail, ça démarre. Est-ce que, pour qu'on comprenne bien, vous pourriez donner un exemple, et bon, allez, dans votre domaine à vous, la santé, un projet qui pourrait effectivement être mobilisateur et fédérateur? Alors, je ne peux pas vous donner aujourd'hui une liste complète des projets, mais prenons un exemple. Il y a quelques années de ça, il y a deux personnes qui identifient un potentiel totalement incroyable, qui est de dire que quand on a un cancer, on va plus s'intéresser au système immunitaire qu'à la tumeur elle-même. Ces deux personnes créent une boîte avec 250 000 francs. Aujourd'hui, Inat Pharma pèse 600 millions d'euros, à peu près. Donc, cette énergie totalement incroyable, quand on s'interroge, on dit c'était très dur, mais on l'a fait. Et en réalité, quand on regarde dans toutes les filières, dans toutes les grandes filières du territoire, c'est ce que dit tout le monde. Et donc, ce réservoir d'énergie, ce réservoir d'ambition, si on se met tous ensemble et qu'on réfléchit de façon décloisonnée, pour reprendre les mots du président, eh bien, ça nous donne un potentiel de projets qui sont porteurs d'ambition, mais aussi d'emploi, de richesse, et qui valorisent le territoire selon des valeurs qui sont partagées. C'est les mêmes valeurs qui font qu'un projet dans le domaine de la santé ou un projet dans le domaine du numérique ou de la mer ou du tourisme, finalement, va éclore. Et on voit bien que si chaque entreprise ou chaque groupe a son plan de com, finalement, il y a quelques mots qui sont très simples, qui sont communs à l'ensemble des projets de communication de tous les groupes. Et notre objectif dans le Doutank, ça a été de les réunir et de voir de quelle façon on peut mettre en réseau et décloisonner l'ensemble de ces projets-là. Donc là, encore une fois, on oublie le travail en silo, on oublie le travail chacun pour soi et on essaie de faire de l'intelligence collective. Alors, Kevin, peut-être un mot encore de précision. Comment, on a vu quelques projets, ils sont pas, encore une fois, si vous êtes dans la salle, que vous avez un gros projet, que ne nous tirez pas les oreilles parce que c'est pas terminé. Écrivez-moi. Voilà, écrivez-nous. Comment vous allez faire pour choisir ce projet-là, il nous intéresse, on va aider, on va promouvoir, on va faire du réseau, et puis celui-là, non. Comment on fait? Il y a un mot qu'on entend sur toutes les lèvres en ce moment, c'est l'attractivité territoriale. Voilà. Alors c'est pas nouveau, évidemment, tout le monde a œuvré depuis longtemps sur le sujet, mais aujourd'hui on a une fenêtre de tir qui est importante et il n'est pas question de choisir entre les projets, on n'a pas cette prétention ni la capacité de choisir. Aujourd'hui l'idée c'est d'accompagner des projets court, moyen, long terme avec une méthode qui paraît nouvelle mais qui ne l'est pas, qui est d'assurer du livrable. On demande des projets, on livre, on dépasse, on va au projet d'après, on livre, on dépasse, on va au projet d'après. Et l'une des sorties de ce Doutank, par exemple, qui est une proposition en cours de discussion, c'est de construire une université d'été sur laquelle le monde public et le monde privé se rejoignent et dans lequel on présente les programmes et on présente la méthodologie de financement et les modèles économiques accrochés à ces programmes-là. Alors on va pouvoir créer des emplois, être capable de voir en termes de formation ce dont on a besoin, mais surtout d'être capable de construire le plan de financement. Pourquoi? Parce que les projets sortent sur le territoire. Mais aujourd'hui, on a besoin d'un accélérateur à projet parce que la compétition internationale fait que notre territoire a un risque de marginalisation. Donc sincèrement, quand je vois la qualité des projets, la quantité des projets, j'ai tendance à le dire, on a toutes les clés en main pour réussir à partir du moment où on coordonne nos actions. C'est l'objet primaire de ce Doutank. Merci. Joanne, une réaction, c'est l'UPE 13 3.2.0, c'est une nouvelle façon d'envisager l'engagement des entreprises dans la société civile de manière générale?
dans le territoire. C'est une façon de décloisonner, ça c'est certain. Je sais que ce mot, on le répète souvent, mais c'est vraiment quelque chose auquel je crois vraiment, quoi. On a besoin de travailler tous ensemble. On a tous, je l'ai dit dans le film, je le répète à l'envi, on a tous le même objectif. On n'a pas simplement la même méthode ou on ne prend pas la même route. Si on se met ensemble et qu'on aligne le rythme, qu'on aligne les routes, on sera beaucoup plus efficace. Et se doutant que c'est un merveilleux laboratoire pour ça. Merci beaucoup. Messieurs, merci. On vous applaudit bien fort. On va vous retrouver pour certains d'entre vous dans quelques instants. Et je garde Joanne avec moi. Merci à vous. Et on va passer à la séquence suivante. La séquence suivante, c'est ceux qui inventent le monde. Alors effectivement, on va avoir quelques beaux exemples d'entreprises, de projets qui vont probablement, dans les années qui viennent, être majeurs pour ce territoire. Et s'il y a bien quelqu'un sur ce territoire qui en reprend l'avenir de façon très, non pas risquée, mais aussi personnelle, je vais vous demander de l'accueillir. C'est le fondateur de The Camp, M. Frédéric Chevalier. Frédéric Chevalier. Vous pouvez l'applaudir, vous pouvez l'applaudir. Voilà, ils se font la bise, c'est bien. Mettez-vous juste à côté. Alors, The Camp, c'est quoi? On en a tous parlé, on a tous vu les papiers, on a tous écrit. Ben, écoutez, je propose, avant d'écouter Frédéric, de regarder en images The Camp. The ultimate place for creativity. A center of activity at the cutting edge of connected technologies. A place for development and inventiveness. The Camp. Over 17 acres of nature in the heart of Provence, France. Unique, open architectural surroundings and a friendly and collaborative environment. People will come here to learn, imagine, and experience tomorrow's world. Tomorrow's world is right before our eyes. Megacities, an expanding population, a dramatic increase in the number of connected objects and individuals. The 21st century is already marked by major challenges in the fields of economy, education, transport, energy, labor, health, and community life. Our world needs creativity, ideas, and solutions yet to be invented. These will come not only from science, mass data, and technologies, but also from design, collective imagination and intelligence, a sense of responsibility, and a respect for others. This is the camp's purpose: to host students, executives, and creatives from all over the world who come to acquire new skills and share their various talents. Nurturing to bring ideas, projects, companies to generate and deploy solutions to serve humanity. That will change our way of life, mobility, communication, objects, to prepare ourselves for the future. A synthesis of technologies, knowledge, and exchange, bringing together artistic and technical talents. The camp is a resource for the future, where participants will become enriched as they learn and create together. Creating the future. The camp. Voilà, créer le futur. Alors, c'est vrai, Frédéric Chevalier, qu'au début, ce projet, il a eu comme ça une petite dimension utopique. C'était pas un rêve, mais enfin, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis moi, je suis allé voir il n'y a pas si longtemps que ça, là, je suis promené en moto, j'ai vu des grues, j'ai vu des choses qui sortaient de terre. Vous en êtes où exactement de The Camp? Bon, d'abord, permettez-moi de vous remercier pour votre accueil, pour cette invitation qui confirme l'intérêt et la confiance que vous portez à ce projet, que vous me portez. Et je voudrais vous en remercier Joanne en particulier. Écoute, simplement pour le terme d'utopie, moi je trouve que j'aimerais rebondir sur ce terme parce que c'est un terme, c'est presque un gros mot en France ou en Europe que de parler d'utopie, d'ambition ou de rêve. Et finalement, dans le monde d'aujourd'hui, je vais en parler peut-être 2 minutes, mais
Et je crois qu'en France en particulier, ou en Europe du Sud, il nous faudrait beaucoup plus de gens qui portent des utopies, des rêves et des ambitions. On en manque. Il faut commencer par rêver pour créer. Oui, mais d'ailleurs, je vais vous dire, quand on bute sur la notion d'utopie, de projet, moi ça me surprend parce qu'aujourd'hui, on le voit tous, la réalité dépasse la fiction. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, avec les évolutions technologiques qui se passent actuellement, elles dépassent l'entendement. Et quand on se projette un petit peu, on voit bien que le monde dans lequel on va dépasse les scénarios de science-fiction. Donc la réalité dépassant la fiction, traiter certains projets d'utopistes, je veux dire, c'est plutôt bon signe dans le monde d'aujourd'hui et vu la vitesse à laquelle les révolutions technologiques préparent le monde de demain. Donc oui, il y avait une utopie, il y avait une ambition, et d'ailleurs je l'avais dit à la Chambre, je salue le président Jacques Pfister, il y a 2 ans, on m'a dit mais est-ce que ce projet n'est pas trop utopiste ou ambitieux? Et j'avais dit si le projet réussit, c'est parce qu'il sera à ce point utopiste et ambitieux. Il n'y a pas de place aujourd'hui pour des grandes réussites sans avoir de grandes ambitions, de grandes utopies. Donc moi je dirais oui, utopie et réalité, parce que comme vous l'avez dit Thierry, le chantier est en cours. Alors on en est justement, très concrètement. Écoutez, livrable novembre 2016-2017, c'est ça on va voir livrable juillet 2017. Voilà. Donc ce qui est quand même va relativement vite. Donc livrable en juillet 2017, avec une rentrée entre guillemets de l'ensemble des acteurs dans le campus à l'horizon de septembre-octobre 2017. Donc écoutez, comme quoi les utopies vont bon train en ce moment, tout va bien. Le projet immobilier, 36 millions d'euros, est en plein cours de fabrication. J'en profite pour saluer d'autres gens qui croient dans l'utopie sur ce territoire. Et il y en a, je veux parler de la Caisse des dépôts, de la CEPAC et du Crédit Agricole Provence qui ont accompagné le projet immobilier. Donc le premier jeu est en cours, ça se passe bien. Et puis de l'autre côté, la construction d'un campus, d'une université du futur, avec un tour de table de 45 millions, où on retrouve encore la force d'un territoire qui sait croire dans ses projets et dans des projets dits utopiques, avec effectivement la région, le conseil départemental, la métropole d'Aix-Marseille, la chambre de commerce d'industrie Marseille-Provence et un certain nombre de grands acteurs mondiaux dans le tour de table. Et on va avoir sur ce projet un tour de table assez unique au monde. Alors, on l'a vu dans le film, ça nous raconte une histoire, effectivement, où il est question de formation, d'innovation, de créativité, etc., dans une méthode, là encore, complètement différente. Hein. On sort de l'épure traditionnelle. Finalement, la mission de The Camp, c'est quoi? Et c'est pour qui? Ça s'adresse à qui? Écoutez, la mission, si on veut faire très simple, c'est d'accompagner les leaders actuels ou futurs dans tous ces enjeux de transformation technologique. Quand on a l'impression que les choses vont vite, on n'a rien vu. C'est-à-dire que ce qui nous attend va être absolument hallucinant quand on voit l'accélération actuelle des technologies ou des convergences des technologies. Je veux penser au rôle que va jouer dans les années qui viennent l'intelligence artificielle, la robotique, les imprimantes 3D, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. C'est absolument hallucinant. Je crois qu'on ne prend pas, les élites, notamment en Europe, ne prennent pas la mesure de ce que ces révolutions technologiques vont impacter à la fois dans les villes et dans les entreprises, qu'elles soient grandes, petites ou moyennes. C'est absolument considérable. On peut dire que ce campus-là, il est pratiquement, dans sa conception, unique en Europe, si ce n'est pas dans le monde? Oui, c'est un des lieux assez uniques en Europe et dans le monde. Alors aux États-Unis, il y a quelques lieux. En Europe du Nord, il y a quelques lieux. En Europe du Sud, il n'y en a pas. L'Europe du Sud, je crois, se prépare assez mal pour l'instant à vivre ces révolutions-là. Donc il fallait créer un lieu dont la mission sera d'accompagner les leaders actuels et futurs du privé et du public à gérer ces transformations qui sont extrêmement dures parce qu'elles sont multiples et d'une brutalité inouïe. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est difficile, c'est qu'elles sont multiples et brutales. Et donc il faut créer des lieux dont la mission sera effectivement d'accompagner ces changements et ces transformations. Ce lieu est créé pour ça et pour des acteurs à la fois publics et privés.
Alors, en un mot, quels vrais impacts vous voyez-vous pour ce territoire? On comprend bien la mission, puis il y a une dimension internationale. Je sais que vous êtes allé faire le tour du monde, vous avez été débauché un certain nombre de grandes pointures internationales. Quels impacts concrets pour ici? Écoutez, vous l'avez dit, je crois qu'on va avoir avec The Camp, et d'ailleurs on voyait tout à l'heure le projet architectural incroyable. On dit on a des talents dans ce territoire, et je veux saluer le talent de Corinne Vezzoni, qui est une architecte que nous avons à Marseille et qui a conçu un lieu absolument incroyable et franchement qui fait fureur dans le monde entier, effectivement. Comme quoi, effectivement, quand on regarde sur le territoire les talents qu'on a, on en trouve beaucoup plus qu'on ne le croit. Et en tous les cas, ça fait partie de la mission qui est la nôtre aussi. Donc on va construire un lieu où on va essayer effectivement d'avoir dans ce lieu et donc sur la métropole d'Aix, parmi les plus grands speakers, les plus grands spécialistes, les plus grands experts de tous ces enjeux de transformation technologique. Donc j'ai envie de dire que le territoire, la région va avoir sur son territoire un lieu absolument extraordinaire en termes d'aspiration et de formation. Sur ce projet-là, ces grands chercheurs, ces grands intellectuels, ces grands penseurs, etc., quand vous leur parlez de ce projet-là, allez tout de suite, ils abandonnent Berkeley, ils abandonnent Shanghai, ils viennent ici? Oui, mais je vais vous dire, on a une chance incroyable. C'est que, contrairement à ce qu'on croit, la Silicon Valley est moins à la mode qu'elle ne l'a été il y a 10, 15, 30, 20 ou 30 ans. Elle s'est largement financiarisée. Les grands acteurs comme Google, Facebook ont tué les valeurs et la philosophie de ce qu'était la Silicon Valley. De l'autre côté, vous avez Israël, qui est une terre extraordinaire, mais qui est très orientée sur la tech et la sécurité. Et donc, il y a de la place pour créer, et la Provence a, je crois, les moyens pour créer un territoire extraordinairement attractif. Et j'ai envie de dire que ce territoire a tout pour réussir. Ce qu'il faut simplement, c'est multiplier les grandes utopies et les grands projets. Et j'ai envie de dire que si ce territoire multiplie les grandes utopies, les grands projets, nous n'aurons absolument aucune difficulté à faire venir les plus grands talents du monde. Et en tous les cas, nous, je vous le confirme, on n'a absolument aucune difficulté à faire venir les talents du monde entier sur le projet The Camp. Et vous le verrez dans les mois qui viennent. Alors, dernière question, Frédéric. Vous avez un peu réinventé ce qu'on appelle habituellement les PPP, les partenariats public-privé. Vous avez plutôt fait, vous, le partenariat privé-public, un peu à l'instar de ce que fait Xavier Niel à Paris sur un certain nombre de sujets. On peut le dire, vous avez mis plus de 10 millions d'euros à titre personnel dans cette affaire, même un peu plus, je crois, vous m'avez dit quand je vous ai posé la question. Enfin, on va voir les chiffres. D'abord, il faut pouvoir le faire, mais ça voudrait dire que vous avez le sentiment que les entrepreneurs, ils pourraient aussi, là encore une fois, investir davantage sur leur territoire? Oui, mais je crois que surtout qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et qui n'a pas la même relation à l'argent. Voilà, donc vous avez parlé de Xavier Niel. Je crois qu'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui n'ont pas, je crois, la même vision du monde, la même philosophie, les mêmes valeurs. Et au lieu d'investir dans de l'immobilier ou dans des yachts ou dans des avions, nous, on crée des campus, on crée des écoles, on recrée des entreprises. Donc on se remet en risque sur une grande partie de ce qu'on en a gagné. Donc ça, c'est je crois, une nouvelle génération et c'est plutôt bon signe. Et effectivement, quand vous avez des entrepreneurs qui se remettent en risque, effectivement, c'est de nature à rassurer un petit peu les investisseurs, qu'ils soient évidemment privés ou publics. Donc c'est bien que les entrepreneurs acceptent de prendre plus de risques, mais c'est encore une fois la culture française ou européenne qui a du mal, encore une fois, à prendre des risques. C'est vrai pour les entrepreneurs et c'est vrai pour les financeurs. Ce que je veux dire, c'est que vous avez un rapport au risque en France et en Europe qui est évidemment très différent du rapport au risque que les entrepreneurs ou les financeurs ont aux États-Unis, en Israël, et c'est évidemment dommageable. Donc c'est bien que les choses évoluent dans ce sens-là. En tout cas, merci pour ce que vous faites. Frédéric Chevalier. Et on va suivre non pas le projet, mais les réalisations de très près. Merci, merci messieurs, merci à tous les deux. Alors, on va effectivement continuer. Alors, il n'y a pas que, vous vous doutez bien, des réussites, il y en a sur ce territoire et elles sont souvent assez exceptionnelles. Et on va réussir certainement à peut-être vous faire passer quelques pépites, ces inventeurs de mondes nouveaux. Et on va les accueillir. Alors, bien sûr, hein, le choix est forcément arbitraire. On aurait pu faire un vrai festival. Là, on a choisi 5 exemples. Je vous demande d'accueillir Olivier Maillas, c'est le directeur du Centre d'essai en vol d'Istres,
pour Safran Aircraft Engine, et c'est lui qui nous invente les moteurs du futur. Monsieur Olivier Maillas. La personne qui va le suivre, elle a décidé de prendre exemple sur une plante, le tournesol, pour suivre le soleil. Ils sont en train de révolutionner le monde du photovoltaïque. C'est monsieur Yacine Devel pour Optimum Tracker. Il est là. Vous le savez certainement, Marseille est une place maintenant incontournable pour le cinéma. C'est la deuxième ville de France après Paris pour les tournages, et c'est une vraie filière qui est en train de se mettre en place.